Bonjour Yoram, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, nous présenter ton parcours et ton ou tes domaines d'intervention? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yoram Mouchnik. Je suis psychologue, psychologue clinicien et aussi anthropologue. Donc, j'ai un itinéraire un petit peu, enfin pas, il est pas spécialement compliqué, mais il est un petit peu sinueux. Donc, j'ai commencé par faire pas mal de petits boulots. Ensuite, j'ai commencé des études de psychologie tout en travaillant comme éducateur en internat. Et puis ensuite, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis, en Israël, en Nouvelle-Calédonie. J'ai repris, après un premier séjour aux États-Unis, j'ai repris des études de psychologie que j'ai terminées. Donc j'ai longuement travaillé comme psychologue, mais dans beaucoup de champs différents, hein, aussi bien psychiatrie, pédopsychiatrie, service social, AMO, enfants polyhandicapés, etc., etc. Donc j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs de changer de champ, hein, d'intervention, et j'ai surtout beaucoup appris. Par la suite, bon, j'ai eu l'occasion de partir en Nouvelle-Calédonie en détachement comme psychologue et donc de participer à la création d'un service de pédopsychiatrie en Nouvelle-Calédonie où je suis resté 3 ans. Bon, mon souhait que j'ai pu réaliser, c'est surtout de travailler avec la population kanak en milieu rural. Hein, donc les Kanaks sont les peuples autochtones. Et par la suite, j'ai réalisé donc une thèse en anthropologie sur mon travail avec les familles et les enfants. Donc c'est une anthropologie des familles et des enfants kanaks en tenant compte d'aspects culturels quand même très différents et très intéressants. Donc je suis revenu en France où j'ai travaillé à nouveau comme psychologue et ensuite j'ai passé le concours pour entrer à l'université comme maître de conférence en psychologie clinique interculturelle et ensuite comme professeur. Donc récemment, j'ai d'ailleurs arrêté mon activité pour être à la retraite, mais une retraite très active où j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors, est-ce que Yoram, tu peux nous définir qu'est-ce qu'est un anthropologue et approfondir un peu quelles sont tes pratiques? D'accord. Bon, je vais essayer, hein, si bon, ça peut peut-être vous intéresser, essayer de définir quelle est la pratique d'un anthropologue. Alors, je dois dire que moi, mon premier travail, c'était d'être psychologue. Excusez-moi. Et donc, je me rendais dans les familles kanak à domicile, en milieu rural, pour travailler comme psychologue avec la famille, avec les enfants. Je travaillais aussi avec des traducteurs et j'avais acquis au fur et à mesure un certain nombre de connaissances anthropologiques sur l'orientation familiale, la parenté, le système social, etc. La position d'un anthropologue, elle est différente. C'est-à-dire que je n'ai pas mélangé ma position d'anthropologue et de psychologue, et mon travail d'anthropologue, je l'ai fait après. C'est-à-dire que je revenais dans des séjours en Nouvelle-Calédonie chez des gens que je connaissais, et là j'avais la position d'anthropologue. L'anthropologue, il observe, il questionne, il essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment le système familial fonctionne, comment le système des clans en Nouvelle-Calédonie fonctionne, comment le système de parenté, qu'est-ce que c'est qu'un enfant, un petit enfant, un cousin, euh, un oncle, une tante, qu'est-ce que ça représente en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est beaucoup plus un travail d'investigation et d'observation pour comprendre. Hein, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, comme dans beaucoup de sociétés, les frères de père sont des pères, les sœurs de mère sont des mères, les 10 cousins sont des frères et des sœurs, et en même temps, il y a une prise en charge de toute cette famille par rapport à un enfant. Un enfant est toujours sous l'autorité des gens qui sont là et qui sont en général apparentés. Sinon, effectivement, il y a le système des clans, il y a un système spécifique en Nouvelle-Calédonie sur lequel je pourrais éventuellement revenir. L'idée après, c'est avec toutes ces observations, c'est de commencer à écrire, à la fois de pouvoir théoriser le fonctionnement et de pouvoir comprendre un certain nombre de phénomènes à l'intérieur de la société qui sont en rapport avec l'organisation sociale. Est-ce que tu peux approfondir un peu ce que c'est que la clinique transculturelle? Donc, définir la clinique transculturelle, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce que c'est un concept, je dirais, assez complexe. Euh, Moi, je reprendrai un peu mon itinéraire. C'est-à-dire que mon itinéraire
de cliniciens et d'anthropologues. C'est un itinéraire où finalement je me suis acclimaté aux représentations culturelles des gens qui sont très différents de langue, de culture, d'organisation sociale, ce qui m'a amené finalement à avoir une relation à ce qu'on pourrait dire l'autre ou l'altérité beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus aisée. Ça veut dire que Marie-Rose Moreau, par exemple, parle de ce qu'on appelle le décentrement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de certaines choses qui pourraient choquer le clinicien habituel, de sorcellerie, bah moi ça me dérange pas. C'est-à-dire que c'est la représentation psychique de cette famille, de cette personne. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Moi j'ai pas ni à contester ni à contredire, mais plutôt à travailler avec. Ça c'est pour donner un exemple. La clinique transculturelle, c'est finalement travailler beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler les représentations, ce qu'on appelle aussi les étiologies. Par exemple, je vais rencontrer une famille avec un enfant autiste ou un enfant qui a de graves perturbations, qui sont d'une culture différente, qui donc ont des représentations de la maladie, du trouble ou du malheur qui sont différentes. Donc je vais essayer avec eux, avec leur accord, avec tout un travail relationnel, d'explorer un petit peu quelles sont leurs définitions du trouble. Parce que cette définition du trouble, si on arrive à la percevoir, elle va avoir tout à fait une importance par rapport à la relation de la famille avec cet enfant-là, mais aussi à la relation du service de soins avec la famille et avec l'enfant. Donc, la clinique transculturelle, il faut aussi la définir par rapport à un cadre, une façon de fonctionner. On a repris en clinique transculturelle avec Marie-Rose Moreau un peu le travail d'ethnopsychiatrie de Toby Nathan, c'est-à-dire que c'est un groupe multiculturel, mais aussi un groupe pluridisciplinaire qui reçoit la famille. C'est-à-dire qu'effectivement, la famille rencontre un groupe, alors souvent ça dérange un peu les travailleurs sociaux, les psychologues, etc., avec cette représentation que le groupe, ça va être un choc pour la famille. Alors d'une part, la famille est préparée à ce travail-là, d'autre part, il y a beaucoup de sociétés où on gère la maladie, les troubles en groupe. On essaie de trouver des définitions. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du tout un choc pour les familles et généralement, il n'y a pas de refus. Mais dans ce cadre, on va aussi avoir un traducteur, un médiateur traducteur. Alors, ce médiateur traducteur, ce n'est pas quelqu'un qui vient souligner que la famille ne connaît pas le français. On a des familles qui parlent bien français, mais on va s'apercevoir que le moment où elles vont utiliser la langue maternelle, les choses vont être beaucoup plus précises, avec certainement des émotions différentes. Donc le traducteur, ce n'est pas une obligation, mais il est là à disposition. Et il est plutôt là pour aider les cliniciens. Alors, si je donne un exemple, par exemple, nous dans le groupe, chacun se présente, mais se présente aussi avec sa filiation, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que la relation, la communication, je dirais que c'est une communication équitable. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire des investigations, on va poser des questions, mais on est prêt aussi à dire quelque chose de nous-mêmes. À ce moment-là, nous ne sommes plus des spécialistes, nous sommes des partenaires avec la famille. On va essayer de voir un peu de notre côté ce qu'on peut apporter, mais la famille aussi, de leur côté, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et on va s'apercevoir qu'on va démêler un petit peu des problématiques, non pas parce qu'on va découvrir quelque chose, mais parce que souvent cette narrativité, ce récit n'a jamais été abordé par la famille, ils n'ont jamais été questionnés de cette façon-là, et ça va à la fois changer la relation avec les équipes soignantes, et ça va nous permettre de travailler autrement, sachant qu'on travaille de façon complémentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les familles sont migrantes qu'elles viennent nous voir, elles viennent nous voir parce qu'il y a quelque chose par rapport aux gens qui suivent cette famille habituellement qui pourrait être exploré autrement. Et donc c'est un petit peu le travail qu'on va faire, mais ce qu'on dirait toujours en seconde intention. On est en plus, on n'est pas à la place. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la culture, de qu'est-ce que la culture d'une personne, est-ce que ça peut englober? Très bien. Donc, oui, la culture, la définition de la culture, c'est une question assez importante, aussi également difficile, parce que on pourrait dire que le mot culture, c'est un mot valise. C'est-à-dire qu'on y met énormément de choses, et tellement de choses qu'on ne sait plus exactement ce qu'on veut dire. Grosso modo, d'un point de vue, je dirais, anthropologique, la culture, c'est énormément d'éléments. C'est-à-dire que ça peut être la langue, la cuisine, les façons de faire, les représentations de la maladie, la musique,
énormément de choses, l'organisation sociale, la parenté, enfin beaucoup d'éléments, les arts propres à un type de culture, vous voyez, les éléments culturels, le théâtre, ouais, énormément de choses. On finit par effectivement y mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Quelqu'un avait répertorié hein, les définitions. On pouvait trouver 500 définitions du mot culture, hein, si on cherchait un petit peu dans les encyclopédies, dans les dictionnaires. Continuons un peu sur les définitions. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur le concept d'interculturalité, de transculturalité et d'autres notions qui peuvent graviter autour? Mhm. Euh, donc effectivement, définir les notions de transculturalité, interculturalité, transculturalité, métaculturalité sont des notions bon, aussi un petit peu complexes. Je reviendrai quand même un tout petit peu en arrière par rapport au mot culture, hein. C'est-à-dire que la culture, les éléments culturels vont tout à fait avoir une influence considérable sur, je dirais, le fonctionnement de la personne, sur les représentations, sur les relations aussi qu'elle va avoir avec d'autres personnes, et aussi, par exemple, les travailleurs sociaux, que ce soit dans des circuits de soins, des circuits sociaux, hein, et aussi, par exemple, la façon d'envisager leur lien avec une association, donc notamment par rapport à votre association. Alors si l'on revient sur cette question de définition, effectivement, ces différents mots, hein, métaculturel, interculturel, transculturel, permettent un petit peu de définir une position, hein. On appelle l'interculturalité, hein, l'interculturel, c'est la rencontre de deux personnes ou de groupes qui n'ont pas a priori la même culture, hein. Souvent, ils n'ont pas la même langue, hein. Donc, il y a une espèce de rencontre entre deux entités qui seraient différentes, hein. L'autre position, c'est intraculturel, hein. C'est-à-dire que c'est la rencontre de personnes ou de groupes qui partagent la même culture. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même position. Et puis vous avez une position qui est assez importante, qui est celle qui me paraît la plus importante, surtout pour les travailleurs sociaux, les cliniciens, etc. C'est la position métaculturelle, hein. C'est-à-dire que il peut y avoir une rencontre, ça peut être plus ou moins interculturel, transculturel ou intraculturel, mais c'est l'idée que dans cette situation qu'on va examiner ou qu'on va prendre en charge, la culture pourrait avoir une importance, mais on ne le sait pas a priori. Donc on va être un petit peu attentif aux éléments culturels, mais on ne va pas forcément viser des éléments culturels, mais quand il y aura leur émergence, on va à ce moment-là travailler aussi à partir de ces éléments-là. Donc c'est assez important. Moi, je dirais que la position des psychologues ou des travailleurs sociaux, mais pas seulement, hein, je pense à l'animation, à différentes façons de travailler et de positions professionnelles, c'est effectivement d'avoir cette position culturelle qui fait qu'on n'enferme pas la personne dans une culture qui dirait tout sur qui elle est, mais qu'on va essayer d'être attentif aux éléments culturels qui pourraient apparaître. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment être attentif à ces différents éléments culturels? Alors comment être attentif aux éléments culturels? Voilà, les éléments culturels, c'est les représentations par exemple, c'est les façons de voir, les façons d'être, les façons de définir, hein. Donc je dirais être attentif aux éléments culturels, c'est d'abord ne pas balayer comme ça rapidement des choses qu'on ne comprendrait rien, qu'on ne comprendrait pas ou qui paraîtraient superflues, hein. Ça c'est une chose assez évidente. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler le décentrement. Ça veut dire être à l'écoute, être attentif, sans forcément être plongé dans une relation où on serait pour, on serait contre, on serait habité, hein, par quelque chose qui ne nous permet pas vraiment d'écouter, hein. Le deuxième aspect, c'est la formation et l'expérience, hein. Je participe, j'anime des formations avec un organisme qui a un module transculturel, hein, de l'enfant et de la famille, l'approche transculturelle, le COPES, hein, à Paris, hein, qui permet d'acquérir une formation qui permet d'apprendre un apprentissage, hein, de cette attention. L'autre aspect, c'est l'expérience, hein. L'expérience va amener à être attentif, et je pense à l'expérience des gens avec qui je travaille, qui vont participer à des modalités de travail qui vont être un apprentissage. Donc il y a vraiment, je dirais, une formation-action, hein, soit avec des organismes de formation, soit en étant
amené à travailler avec des gens qui ont cette approche, je dirais, transculturelle. Hein. Alors, peut-être que la meilleure façon de travailler un petit peu sur la représentation, c'est de donner quelques exemples. Hein. Bon, je vais donner des exemples, par exemple, sur la sorcellerie. Hein. Je pense donc à des familles qui nous mettent, je dirais, face à des représentations de sorcellerie. L'enfant est malade parce qu'il a été attaqué en sorcellerie par quelqu'un de la famille, par un voisin, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec la sorcellerie, hein? La sorcellerie, c'est souvent une espèce d'impasse. C'est-à-dire c'est une représentation qui vient finalement occulter beaucoup de choses. Hein. Mon expérience m'a appris que la représentation de sorcellerie, finalement, elle vient à la place de beaucoup de choses qui ne sont pas abordées, qui ont été oubliées ou qui sont finalement laissées de côté. Hein. C'est-à-dire que dans mon expérience, on parle de sorcellerie d'abord parce qu'on y croit, hein, pourquoi pas, mais en général, ça prend la place de conflits sur des fois plusieurs générations qui n'ont pas été résolues. Hein. Et dans cet exemple-là, dans une famille où il est question de sorcellerie, bah, je vais interroger. Donc voilà, ça se manifeste quand, comment, de quelle façon. Et bon, à votre avis, cette sorcellerie, comment, je dirais, comment elle touche cet enfant, par exemple. Hein. Et souvent, on va parler des djinns, hein, par exemple dans la culture du Maghreb, etc., les bons, les mauvais djinns. On va voilà, faire toute une, je dirais, une investigation. Mais bien souvent, on va trouver dans l'attaque de sorcellerie l'idée que c'est ce grand-père ou cet grand-oncle qui a envoyé un petit peu le malheur ou le mauvais sort parce qu'il avait été mécontenté. Alors, quelles sont à ce moment-là les transgressions qui ont été effectuées et qui justifieraient une attaque en sorcellerie? Hein. Donc, on va, je dirais, au fur et à mesure, déconstruire, mais sans s'y opposer, cette représentation de sorcellerie parce qu'elle est peu malléable. Hein. Et on va finalement la remplacer par tout un récit, souvent inconnu d'une partie de la famille, qui va donner un sens à ce qui se passe. À partir de là, bien souvent, on va pouvoir commencer à travailler. Quelquefois, je dirais de façon plus anthropologique, on va s'apercevoir qu'il y a des résolutions de conflits avec des cérémonies, avec des rituels qui peuvent se faire même plusieurs générations après. Hein. Et par exemple, si la famille souhaite à ce moment-là faire ce qu'elle retrouve, elle retrouve une pratique qu'elle avait peut-être oubliée ou à laquelle elle ne pensait pas, ces rituels peuvent permettre que finalement la représentation, à ce moment-là, s'apaise. Et bien souvent, quand ces représentations s'apaisent, on peut commencer à travailler. Parce que vous imaginez bien que si la représentation c'est cet enfant il est attaqué en sorcellerie, on a peu de pouvoir par rapport au sorcier. Donc cet enfant-là, il va rester dans un regard qui le paralyse. Hein. Si on a pu travailler sur le sens, sur les conflits, éventuellement sur la résolution, c'est-à-dire que pour la famille, cet enfant n'est plus seulement un enfant attaqué en sorcellerie, mais c'est un enfant qui peut progresser, qui peut se modifier et être modifié par le soin et par la relation de la famille avec lui. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Alors, si je vous donne un autre exemple, je pense à une famille malienne, donc un couple avec un enfant autiste qu'on a reçu hein, en groupe avec un traducteur, avec une représentation très très importante sur, je dirais, ce qui arrivait à cet enfant autiste. Donc l'autisme, vous savez, c'est quand même gravissime. Il y a des autismes effectivement qui peuvent s'améliorer, mais ce n'est pas forcément une maladie qu'on guérit, hein, comme vous le savez. Et on a repris un peu cette histoire d'autisme pour comprendre quel sens ça avait pour la famille. Donc, dans notre exploration, donc on s'est aperçu par rapport à la culture hein, de ce monsieur, je pense qu'il était de culture bambara, donc d'un groupe culturel malien. En fait, quand on se marie, il y a une longue liste qui correspond à la dot qu'on va donner à la famille de l'épouse. Hein, et c'est pas seulement une espèce de rétribution, c'est pas seulement pour payer la fiancée, c'est quelque chose d'un petit peu sacré. Ça veut dire que on va donner d'ailleurs une liste d'objets qu'on va transmettre, qu'on va donner à la famille de la future mariée, et c'est une espèce d'obligation morale, culturelle, en fait très très importante. Ce monsieur, finalement, à un moment donné, a souhaité arrêter, hein, arrêter de donner les différents éléments de la dot. Hein. Donc il a stoppé, et pour son épouse, c'était la cause de la maladie, hein, donc la représentation de la maladie, hein, du mauvais sort, du malheur, dont l'enfant était récepteur,
à cause du fait que son père avait arrêté de payer la dot. Donc on en est là, et alors? Et en fait, on a travaillé un petit peu sur la position du père. Et donc le père a pu nous dire que dans sa famille malienne, il avait été maltraité. Il s'était senti exclu, maltraité, et qu'en plus, après la migration, il avait continué à aider cette famille malienne. Et donc, il avait eu une espèce de retour en disant, bah, moi, la culture malienne, ras-le-bol, ils m'ont plutôt maltraité, que ce soit du côté de ma famille ou du côté de la famille de mon épouse. Quelquefois, c'est des familles qui sont liées, même par la parenté. Bah, c'est fini, moi, j'en ai plus grand-chose à cirer, j'arrête. Donc lui entendait à la fois la représentation de son épouse, entendait que quelque part il était dans ce refus, qu'il était dans une forme de transgression culturelle, mais logiquement c'était relativement compréhensible. Donc vous voyez, l'enfant il était enfermé du côté de la maman, mais peut-être plus largement de la famille, dans une représentation très paralysante. Cet enfant, il est autiste par rapport à la sorcellerie, ou par rapport à la transgression, par rapport à la punition, qui peut être aussi une punition des ancêtres. Il n'y a pas de raison qu'il se modifie, il n'est pas modifiable. Et donc cet enfant et la famille investissaient peu les soins, même si apparemment ils y participaient. Et finalement, cette représentation était un obstacle très très important par rapport aux soins et même à la relation avec la famille. Ce papa, entendant peut-être plus précisément ce que pensait sa femme, à un moment donné, sans qu'on lui demande, nous d'ailleurs, s'est dit, bon ben moi je vais continuer, je vais finir la liste de la dot. Donc ça c'était relativement important, mais l'idée c'était pas qu'il va payer la dot et donc miraculeusement l'enfant irait mieux, c'est qu'effectivement ça desserrait la représentation de punition de la transgression, et donc l'enfant et sa famille devenaient beaucoup plus en mesure d'investir les propositions de soins. Donc non seulement la famille, mais on s'aperçait que l'enfant aussi était sorti quelque part de cette paralysie et pouvait profiter davantage. Donc vous voyez, c'est un exemple assez complexe, mais quand on le déroule, finalement, il est assez logique. C'est-à-dire que le soin peut passer par un travail sur les représentations. Alors, l'idée, c'est pas de les déconstruire, c'est de les comprendre. Et on s'aperçoit, ça c'était une phrase d'ailleurs de Marie-Rose Moreau, les phénomènes se modifient au fur et à mesure qu'on les explore. Ça veut dire que le récit que peut faire la famille, elle s'écoute aussi. Elle s'écoute elle-même, on l'écoute et elle s'écoute, et ça va modifier, ça va amener d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les associations d'idées à partir des récits qu'on enclenche par rapport à nos questions du côté de la famille. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner quelques références pour approfondir le sujet? Donc, on a parlé d'un sujet finalement qui a de multiples facettes, qui est peut-être un petit peu complexe, mais qui, à mon avis, est très intéressant pour les intervenants qui travaillent avec des familles migrantes, soit des familles récemment arrivées, soit sur plusieurs générations, puisque la culture, elle est toujours relativement présente. Donc, je peux vous recommander quelques ouvrages auxquels d'ailleurs j'ai participé, notamment l'ouvrage avec Marie-Rose Moreau sur la psychiatrie transculturelle, un manuel de psychiatrie transculturelle qui est paru à la Pensée sauvage à Grenoble, qu'on peut trouver assez facilement. Et puis un livre anthropologique par rapport à mon travail en Nouvelle-Calédonie et mon travail, je dirais, de psychologue clinicien et d'anthropologue, qui s'appelle L'enfant vulnérable, clinique transculturelle en pays kanak, également à la Pensée sauvage. Et puis un livre que j'ai dirigé, un livre collectif qui va bientôt paraître, qui s'appelle Pratiques transculturelles, les nouveaux champs de la clinique, et qui va paraître en février dans les éditions InPress. Donc ce sont des ouvrages, et le dernier surtout, qui parlent des pratiques assez diversifiées, travailleurs sociaux, psychiatres, anthropologues, animateurs, dans des versants aussi bien cliniques, de travail social, etc. Sinon, il y a un organisme, je participe à la formation sur l'approche transculturelle de l'enfant et de la famille, un organisme qui s'appelle le COPES, à Paris, boulevard Brune, et qui effectivement propose aux travailleurs sociaux et aux psychologues une sensibilisation très très utile pour le travail justement avec des familles ou des personnes migrantes, mais aussi des exilés, des réfugiés, etc., enfants, familles, adolescents.
Voilà. Je vous remercie hein, de votre attention pour voilà, cette occasion d'expliquer un petit peu mon travail.